Nous allons commencer ces premières tables rondes avec une table ronde sur l'utopie et la politique. Donc l'utopie et SF, un pléonasme, point d'interrogation. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir des invités aux travaux divers et variés, extrêmement intéressants. J'accueille notamment, dites-moi si je dis des bêtises, Catherine Dufour, qui est écrivaine notamment de science-fiction, de fantasy, qui est également ingénieure informatique et chroniqueuse au monde diplomatique. J'ai également à ses côtés Mehdi Achouch, qui est maître de conférence en civilisation anglaise, américaine, qui travaille notamment sur les sujets de la science-fiction et du cinéma hollywoodien. Il a fait une thèse sur l'utopisme technologique dans la science-fiction hollywoodienne, et donc notamment sur la question du transhumanisme. Matt Sudane, qui est là, qui est un auteur néo-zélandais qui est venu jusqu'à nous et qui a écrit notamment Le Théâtre des Dieux, Theatre of Gods, qui a également écrit un nouveau roman qui n'a pas encore été traduit, donc Hunters and Collectors. Voilà, donc Théâtre des Dieux qui est aux éditions Le Diable Vauvert. J'ai Clément Bouhelier qui est ici, qui est un auteur français, qui est aussi journaliste et directeur de colonies de vacances, si je ne dis pas de bêtises. Et qui a fait son premier roman, qui a écrit son premier roman en avril 2016, donc le tome 1 de Chaos, et donc un tome 1 qui s'appelle Ceux qui n'oublient pas. Voilà, et enfin j'ai monsieur Clément Duval. Philippe, pardon. J'avais préparé pour la deuxième. Il s'appelle Les Dormeurs Duval, mais c'est pas vrai. Et qui est donc un très grand auteur de science-fiction française, donc, un des premiers qui a écrit donc un premier roman en 56, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, qui a écrit énormément et qui fait partie de ces auteurs de la science-fiction française. Donc je vous remercie toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Donc nous allons traiter donc, la question de l'utopie. Et en fait, tout bêtement, moi j'aimerais commencer déjà par un travail de définition, c'est-à-dire justement comment est-ce que vous, personnellement, vous définiriez l'utopie et quelle place est-ce qu'elle prend également dans votre œuvre, dans votre travail. Voilà, Catherine Dufour, si vous souhaitez réagir. Bon, je commence. Alors, est-ce que Utopie et SF, c'est un pléonasme? Non, en fait, c'est une antinomie. Comment on appelle ça? Un antinasme? Oui, une antinomie. Oui, un oxymore. D'abord parce que les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Donc, si vous essayez d'écrire une utopie en général, vous n'y arrivez pas. Donc, ça fait 10 ans avec une bande de potes écrivains qu'on a décidé de faire une anthologie de nouvelles de SF d'utopie. Et voilà, on est toujours là, quoi. Parce qu'on n'y arrive pas, c'est extrêmement difficile à écrire. Pour des raisons donc littéraires, il faut que ça se passe mal pour qu'il y ait une histoire à raconter, et aussi peut-être un petit peu à cause de la nature humaine. Globalement, l'être humain est un singe nu en colère, et on l'imagine mal arrivant à une paix intérieure et extérieure. La seule façon d'écrire une bonne utopie de SF, parce qu'il y en a quand même, il y a Simon qui a fait Demain les chiens. Et c'est une utopie, et c'est très beau, et on s'ennuie pas une seconde. Donc la première chose qu'il a fait, déjà, il s'est débarrassé de l'espèce humaine. Et à la base, il y a des chiens, il y a des ours, il y a des loups, bon, ça se frite un petit peu, mais ils sont accessibles à la raison, contrairement à l'être humain. Et moi, j'avais décidé d'écrire une utopie, et j'ai réussi à en écrire une. Sauf qu'en fait, on s'en rend même pas compte, tellement justement pour avoir un ressort narratif, je me suis intéressée à tout ce qui se passait mal, mais pas à ce qui se passait bien. Ça s'appelle Outrage et rébellion. Globalement, à la fin du livre, effectivement, l'espèce humaine arrive à dépolluer la planète, accéder à un espace suffisant pour chacun et à un petit peu plus de justice pour chacun. Et tout ça est habilement dissimulé derrière des tombereaux de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Voilà.
c'était ma contribution à l'univers utopique en essai. J'en suis très fière, même si personne n'a remarqué que c'était une utopie. Tout le monde s'attendait sur les problèmes de sexe et de droit. Philippe Urbain, est-ce qu'il y a des recettes pour écrire une utopie? Des recettes, non, mais pour moi, c'est tout part du fait que je pense que l'homme lui-même est une utopie. Parce que quand vous naissez, et tout d'un coup vous allez vous rendre compte que vous allez mourir, petit à petit vous allez vous construire une vie qui est une utopie, puisque finalement elle se terminera. Et donc cette utopie qui est la vie de chacun est aussi naturellement ce dont doit s'emparer un auteur de science-fiction, puisqu'il peut spéculer sur la vie des gens. Personnellement, j'ai écrit d'ailleurs en 1975 la collection Hier et Demain, pour la seule fois qui se soit produite, a fait un recueil qui s'appelle Utopie 75, dans lequel j'ai écrit une utopie sur Pierre Loti. Je suis parti d'un roman de Pierre Loti et donc j'ai écrit cette utopie totale, c'est une planète qui n'existe pas et qui se termine par ce calembour, l'utopie existe mais Loti tue. Donc on voit bien que quand même dans l'utopie et la science-fiction, il y a des rapports très étroits, puisque finalement on est obligé d'inventer les mondes, et pour inventer les mondes, il y a nécessairement le désir de vouloir les transformer en quelque chose de parfait, et finalement au fur et à mesure qu'on avance dans la description de ce monde, on se rend compte qu'il va se détruire peu à peu, comme à peu près toutes les utopies. Mais je voudrais prendre comme départ le fait qu'un des fondateurs de la science-fiction avec Jules Verne, donc H.G. Wells, qui a écrit un roman qui est quand même quasiment utopique, qui s'appelle Le Dormeur, Quand le Dormeur s'éveillera. Et il a écrit aussi pratiquement une des rares utopies de science-fiction qui est d'un ennui prodigieux, qui s'appelle M. Barnstaple chez les hommes-dieux, dans lequel c'est un monde dans lequel tout est parfait, les panthères se promènent au milieu de chez vous, tout est heureux, personne ne se bat, et c'est d'un ennui profond. Donc il faut bien dire que science-fiction utopie, c'est un combat. C'est-à-dire c'est l'auteur lui-même crée une utopie et après il la détruit. Et c'est un peu fondamentalement ce qui se produit. C'est vrai qu'un des soucis de l'utopie, c'est que comme c'est censé être un récit, d'écrire un monde proche de la perfection, c'est quelque chose qui va poser des problèmes au récit, parce qu'il faut inventer des éléments qui vont venir perturber l'utopie pour créer du récit. C'est... Oui. Mehdi Hachouch, du coup, si on peut par exemple avoir une définition peut-être plus académique de l'utopie, par exemple, comment vous étiez obligé d'aborder ce thème-là dans votre travail? Simplement, si on prend l'étymologie utopie, utopos, c'est le monde qui n'existe pas à l'origine. Et effectivement, dès le début, la première utopie qui s'appelle en tant que telle utopie, c'est 1516, c'est un instant. C'est un monde pas forcément parfait d'ailleurs, il y a des spécialistes qui s'érigent contre cette définition d'un monde parfait. Pour eux, c'est plutôt un monde meilleur. On propose au lecteur, on attend au spectateur un monde meilleur parce que, et là, on déroule un peu ce modèle de société soi-disant meilleur. Après, en fait, moi, ce que j'ai réalisé en faisant ma thèse, de plus en plus, c'est que entre l'utopie et son inverse, la dystopie, c'est-à-dire le monde cauchemardesque, il y avait parfois très peu de différence, curieusement, en réalité. Et donc, c'était peut-être un peu plus constructif, peut-être, de définir l'utopie comme le monde qui n'existe pas, le monde imaginaire, et à partir de là, on pouvait avoir l'utopie, le monde meilleur, pas forcément parfait, mais meilleur, et la dystopie, qui est le monde pire, voire infernal, comparé à aujourd'hui. Donc ça permettait de voir les choses de façon un peu plus fine et de ne pas entrer dans les caricatures. Voilà. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, des utopies, donc des mondes meilleurs, c'est plus très à la mode. Et effectivement, c'est difficile, comme on l'a dit, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Donc classiquement, c'est un visiteur à qui on montre ce monde parfait, ce monde meilleur. Et donc c'est vrai que c'est pas extrêmement, narrativement parlant, c'est pas ce qu'il y a de plus stimulant. Il y en a une célèbre des années 70, Ecotopia par exemple, à l'époque où le mouvement écolo est en train de gagner en puissance, et donc il y a un roman qui a été écrit qui montre la côte nord-ouest des États-Unis qui a pris son indépendance et qui a établi un modèle écologiste, sinon parfait, en tout cas bien meilleur que le monde des années 70. Après, une utopie très connue, très populaire aujourd'hui, c'est Star Trek.
Voilà, un exemple. Star Trek est une utopie. Star Trek est présenté comme une utopie, parce qu'on est censé, l'humanité est censée avoir réalisé son unité, il n'y a plus de pays. Ils sont tous unis grâce au progrès scientifique, technologique qu'ils explorent, mais dans Star Trek, le truc c'est qu'on ne montre pas l'utopie. On en parle beaucoup, mais on ne la montre jamais, et on n'en parle pas en détail, puisque finalement ce sont ces fiers explorateurs qui découvrent des mondes qui eux ne sont pas des utopies, qui sont plutôt des dystopies, et ils leur amènent un peu la démocratie, la liberté et leurs valeurs américaines, occidentales, ou du monde. Voilà. Oui, mais il y a des Klingons. Pardon? Il y a des Klingons, absolument. Mais les Klingons, justement, dans la première série, c'est l'ennemi, c'est des guerriers, on n'a pas compris. Et dans la nouvelle série, ils se sont alliés à la Fédération, et là, ils ont compris, ils se sont éclairés, et maintenant, ensemble, ils vont explorer la galaxie, des galaxies. Matthew Day, have you placed an utopia? Or in your life? Well, Avez-vous déjà écrit des utopies? Est-ce que ça vous est déjà inventé des utopies? it's imperfect to talk through a translator, so I apologise for this, but yeah. I think that I am well suited to talk about utopia because I grew up in one. Il dit qu'il est plutôt bien placé pour parler d'utopie parce qu'il a grandi dans un pays qui est utopique. New Zealand of my youth was a farm community. I had a playground. It was miles and miles of country. We had all the elements of a true utopia, which is, first of all, social connectivity, perfect social connectivity. Donc il a grandi dans une ferme avec un grand terrain de jeu où il a pu prendre beaucoup s'amuser et avoir tout ce qu'un enfant il peut rêver. Et qu'il y avait aussi cette notion de connexion sociale en fait au sein de cette communauté qui était vraiment utopique, quoi. Also perfect equality. There were no rich or poor people in my community. We were all the same. Even when the government moved our subsidies to farm, we suffered, we were poor, but we were very happy because we had what is at the heart of utopia, which is that people belong. Donc là où il a grandi, il n'y avait pas de riches, pas de pauvres dans sa communauté. Et ce qu'il explique, c'est que même au moment où l'État a coupé les subventions à sa famille, même s'ils se sont retrouvés plus pauvres économiquement, comme ils étaient dans ce cadre utopique, ça allait quand même. But to have a utopia, there are certain other aspects. You must sacrifice privacy. So anyone who entered our community was observed. A new car, a stranger we hadn't seen before was instantly recognised as a stranger. Also, the other important aspect of a utopia is that there needs to be an enemy. And for us, that was the French government. Ok, donc il a dit que, en gros, quand on vit dans une utopie, on est obligé d'abandonner l'idée de vie privée, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde, et dès qu'il y a quelqu'un qui est un étranger, qui vient pas de la communauté, il est repéré tout de suite comme un étranger et défini comme par sa condition d'étranger. Et ce qu'il dit après, c'est que dans une utopie, pour qu'on ait une utopie, il faut qu'il y ait un adversaire en fait. Et cet adversaire, en l'occurrence, c'était le gouvernement français. The French government at that point were testing nuclear weapons in the Pacific. Et donc, c'est parce que le gouvernement français faisait des tests atomiques dans le Pacifique, ce qui est vraiment pas cool. We were very against it. We campaigned, we protested. Greenpeace sent protest ships. And then one day, a protest ship, a Greenpeace ship, was blown up in Auckland Harbour. Ok. Donc ils ont protesté, ils ont manifesté, ils se sont battus contre ça. Greenpeace a envoyé des bateaux pour aider aussi à la protestation, à manifester contre tout ça. Et puis un jour, dans le port d'Auckland, il y a un navire de Greenpeace qui a été coulé. We of course had very strong feelings about who had done it. The French government went. Et du coup, ils se doutaient tous que c'était le gouvernement français, mais le gouvernement français a dit non, c'est pas nous, quoi. It was the Rainbow Warrior. It was the Rainbow Warrior, and but as I was saying before, a perfect utopia has information integrity, and so what the French government weren't prepared for was that we caught the terrorists, because you can't go anywhere in New Zealand without people noticing who you are and where you're going. Donc ce qu'il dit, c'est que dans une utopie, donc, comme il disait tout à l'heure, tout le monde se connaît tout le temps, etc. Et donc ce qui s'est passé, que le gouvernement français avait calculé, c'est qu'ils ont fini par attraper le mec qui avait coulé la personne qui avait coulé le Rainbow Warrior. So to make this very quick, we felt,
great sense of national pride in having caught them. But then when the French government said we will no longer buy your exports, we were forced to release them. And that's when our utopia crumbled. Because for a utopia to exist, it must have power to defend itself. And unfortunately, our utopia did not. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que au moment où ils ont attrapé le terroriste en question, ça a été un grand moment de fierté nationale, mais comme le gouvernement français derrière a menacé d'arrêter d'acheter les produits néo-zélandais, ils ont dû le relâcher et au final, pour lui, c'est plus une utopie parce qu'une utopie doit pouvoir se défendre en fait elle-même si elle est agressée comme ça par l'extérieur et que là, pour le coup, ils ont... So this one has greatly affected my work and how I approach utopia and dystopia, because I think that they're essentially the same thing. They essentially talk about human connectivity. Donc pour lui, c'est pour ça que l'utopie et la dystopie font partie intégrante de son œuvre, parce que c'est ce qui permet de... Parce que pour lui, une utopie ou une dystopie, c'est vraiment les liens humains, en fait, au final, que le système va permettre d'avoir en place. Yeah, perfect, thank you. Okay. Clément Boallier, est-ce que vous est déjà arrivé également de vous entraîner à écrire des utopies? Alors, non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que je n'y crois pas, au sens où, pour moi, l'utopie en littérature ou dans le cinéma, elle sert surtout à montrer en fait ce qui va la détruire, c'est-à-dire les travers humains. Je crois que c'est l'idée que vous avez commencé à défendre un petit peu. Et donc voilà, pour cette raison-là, je n'y crois guère. C'est-à-dire une société dans laquelle tout le monde serait parfaitement épanoui, etc., va vite se retrouver fracassée par les tensions sociales, politiques, l'envie d'accéder au pouvoir, etc. Il y a deux romans de Barjavel qui m'ont marqué. Barjavel est un auteur qui a pas mal travaillé la notion d'utopie, une société parfaite, je ne sais pas si on peut dire parfaite, mais en tout cas bien meilleure que celle dans laquelle on vit actuellement. Ces deux romans, c'est La nuit des temps, le premier, Le grand secret, le deuxième. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le speech, dans La nuit des temps, globalement, une expédition au pôle Nord découvre les vestiges d'une civilisation ancienne dont il reste des traces. Et manifestement, cette civilisation était extrêmement brillante. Et tout est mis en place pour que les gens y soient heureux. Ils n'ont même pas spécialement l'obligation de travailler, ils peuvent le faire s'ils souhaitent le faire. S'ils veulent travailler, c'est dans le domaine qui les intéresse. Donc voilà, a priori, on est dans quelque chose de plutôt pas mal. Ceux qui ne veulent pas travailler du tout ont quand même un revenu qui leur permet de vivre décemment. Voilà, la technologie, la médecine, etc., c'est très avancé, ils sont vraiment au service de l'humain. Donc société a priori parfaite, et pourtant elle s'écroule et ça finit en bombardement nucléaire. Enfin, voilà, une cause de travers très humain. Deuxième exemple, c'est dans le grand secret. L'humanité découvre le secret de l'immortalité. Alors ça ne se propage pas parce que l'immortalité est contagieuse, si je me rappelle bien, dans ce roman de Barjavel. Et du coup, il y a une espèce de mini-société qui est créée par les plus grands gouvernements du monde, la Chine, les États-Unis, la France, etc. Et du coup, cette micro-société immortelle s'organise au départ très bien. On est immortel, donc on apprend à notre rythme, on fait un petit peu ce qu'on veut, etc. Mais là encore, ça s'écroule à cause de travail très humain. Donc voilà, pour répondre à la question, je pense que l'utopie, elle vaut surtout pour ça, pour montrer ce qui va la détruire. Je voulais juste réagir à ça parce que c'est vrai qu'il y a des auteurs qui s'érigent contre la notion même d'utopie entendue comme un monde parfait, en disant la perfection n'est pas de ce monde, la perfection n'est pas humaine. Et on a tendance un peu, entre universitaires qui aiment bien les taxonomies, comme ça, les petites catégories, à appeler ça des anti-utopies, où finalement l'objectif c'est ça, c'est de montrer qu'on ne peut pas atteindre la perfection va être totalitaire, finalement, que l'État va avoir une place incroyablement puissante et aliénante dans notre société. Et donc on a ce type de textes qui ont été des textes de films qui sont faits très souvent depuis les années 60-70 en fait. Finalement, il y a eu aussi des utopies dans les années 60-70, mais de plus en plus on a commencé à écrire ce genre de textes. Je vais juste citer ce film récent 2008, Clone en français, Surrogates, dans la version originale avec Bruce Willis, je ne sais pas si vous l'avez vu. On nous montre une société parfaite parce que les hommes ont inventé des robots dans lesquels ils peuvent télécharger leur conscience, et ces robots sont beaux, sont forts, sont presque immortels. Donc il n'y a plus de criminalité, il n'y a plus de racisme, pour des raisons un peu curieuses qu'on ne nous explique pas, mais bon, c'est comme ça. Et finalement, sur les affiches, on pouvait voir la tagline, comme ça, le slogan publicitaire qui était Human Perfection, what could go wrong. Voilà, et tout était dit en fait.
ils veulent la perfection humaine, forcément, ça va mal se passer. Voilà, donc ça, c'est un peu le message véhiculé par ces anti-utopies. Donc il y a aussi finalement une façon de se prononcer sur la nature humaine, finalement, parce que Clément Gaillet vous dit aussi que finalement, c'est qu'il y aurait des défauts humains intrinsèques qui font que l'utopie coule forcément. Je voulais dire justement que dans un des derniers romans que j'ai écrit, il y a 10 ans, j'ai fait une espèce d'utopie particulière qui est à partir de l'idée du revenu universel qui à l'époque n'était pas lancé. Comment s'appelle le Dark Blues. Et donc c'est un monde dans lequel finalement, après que tout soit à peu près effondré, on a découvert que le monde ne pouvait être maintenu que par des robots. Donc il y a des robots qui d'abord ont éduqué les enfants, et donc ont redonné à la société un véritable sens. Et puis finalement, bon, comme tout le monde a un revenu universel, les gens travaillent 4 heures par jour, 4 jours par semaine. Et donc à ce moment-là, dans cette utopie qui normalement fonctionnerait très bien, deux clans s'affrontent. Il y a ceux qui veulent que plus personne ne travaille jamais, et au contraire ceux qui veulent que les robots soient détruits. Donc il y a une espèce de lutte, et donc cette espèce d'utopie, à partir du revenu universel, qui va se transformer en quelque chose d'extrêmement bizarre et de dévoyant. Ce que je voulais dire quand même, c'est d'abord, si on prend historiquement la science-fiction en tant que telle, ou en tant que non-science-fiction américaine, a été faite sur la notion de progrès scientifique. Et donc finalement, tout le début de la science-fiction américaine a été basé là-dessus. Bon, évidemment, à chaque fois, il y a toujours des problèmes, donc le progrès scientifique, mais il n'est pas destructeur. Ce sont les gens qui sont destructeurs par rapport au progrès scientifique qui ne comprennent pas. Et puis il est arrivé dans les années 50, toute une autre jeune génération d'auteurs américains, comme Sheckley, Sturgeon, etc., qui ont dit quand même, ont pris en charge l'écologie, en disant que finalement, ce progrès scientifique allait plus ou moins détruire la Terre, et c'est à partir de ce moment-là que est née dans la science-fiction l'idée d'écologie, qui a un peu transformé complètement la vision que les ancêtres de la science-fiction américaine avaient pensée. Donc finalement, l'utopie, elle est aussi inscrite dans son temps. Et elle reflète aussi quel est le monde idéal vu d'un point particulier, d'un contexte particulier. C'est fascinant quand on lit des utopies comme celle de Thomas More ou d'autres, parce que pour l'auteur, soi-disant, certains ne sont pas d'accord, mais c'est un monde parfait ou meilleur selon l'auteur, mais selon notre regard à nous contemporains, c'est absolument horrible et totalitaire, parce que les gens ne sont pas libres, ils sont tous les mêmes, il y a une conformité totale, et donc c'est ça qui est fascinant à relire les utopies aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une distance par rapport à elle, qui fait que l'utopie d'une personne et la dystopie d'une autre personne, et ça c'est vraiment fascinant. Oui, il suffit de regarder les utopies du début du XXe siècle, où tout le monde se chauffait au radium, alors des gens qui sont une cheminée en train de... C'est très rigolo, hein. Du coup, du radium, ils en mettaient partout, ils en mettaient dans le dentifrice, dans les salles de bain, dans les cigarettes. Et au bout quand même de 20 ou 30 ans, ils se sont rendus compte que ça donnait des trucs bizarres. Il y a une époque où on mettait fourré du radium absolument partout, et c'était censé être la nouvelle matière qui allait nous servir à tout faire et à accéder à un monde meilleur. Et la chute a été dure. Et du coup, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de ces anciennes utopies? On apprend de ses erreurs, mais je crois qu'on a tous constaté que malheureusement l'humanité, même si elle apprend vite, détruit plus vite qu'elle n'apprend. Et on a déjà peut-être passé le point de non-retour, en tout cas c'est ce que disent énormément de... Il y a une paléo-anthropologue, on ne revient pas, qui dit on a un caillou au-dessus de la tête et il est probablement trop tard pour courir. C'était également sceptique, mais aussi du coup sur la nature humaine, une utopie ne peut pas... doit forcément en fait à un moment s'écrouler. Oui, mais c'est parce que je suis de l'ancienne génération, il y avait un texte qui m'avait beaucoup plu, qui était de André Von, qui est un vieux misanthrope dans ce recueil de nouvelles qui s'appelle « Il faudra se décider à mourir seul » ou quelque chose comme ça, c'est super gai. Et le texte s'appelle « Le dernier survivant » ou « La fin du monde ». Et c'est un être humain, il est tout seul, ça y est, c'est le dernier. Donc la planète Terre est en train de revenir lentement à un état informel. Et donc il entre dans les galeries Lafayette, il s'habille avec une robe en soie jaune, et il passe les 50 années suivantes à se promener dans sa robe en soie jaune déguenillée avec sa longue barbe. Et il cause avec les panthères, il se promène, il regarde les
tous les arbres et la végétation qui se répandent sur Paris, sur Londres. Et il y en a des pages et des pages, il ne se passe rien à part cette immense jouissance de l'auteur de voir enfin la Terre débarrassée de l'être humain et de voir peu à peu les artefacts humains recouverts par la végétation. Et on sent qu'il est profondément misanthrope. Il y avait quelque chose dans cette génération dont je viens, André Vaughan a peut-être entendu plus que moi, mais enfin on est quand même un peu dans la même veine, qu'effectivement moi je ne suis pas très optimiste. Mais j'espère que votre génération fera mieux quand même. Parce que le pessimisme, c'est juste une façon un peu facile de dire il n'y a rien à faire, je fais rien. C'est ça, parce que j'ai peut-être des fois l'impression que cette façon de jouer à casser des utopies, ou justement, vous parliez de Barjavel tout à l'heure, il me semblait qu'il y avait aussi souvent parfois des relents un peu conservateurs ou réactionnaires, justement lorsqu'on va se prononcer sur la nature humaine en disant que par essence, de toute façon, les êtres humains ne sont pas capables de créer des sociétés qui puissent fonctionner. Oui, ce débat en fait sur l'utopie, c'est quand même, comme l'a dit Philippe Curval, c'est un débat sur le progrès, la notion de progrès, et la définition du progrès n'est pas la même en fonction des sociétés et des époques. Et fut un temps au XIXe siècle, on faisait le progrès avec une majuscule, parce qu'en prononçant, et on assommait un peu les gens en disant il n'y a rien à dire, c'est le progrès. On fait des machines pour vous remplacer parce que c'est le progrès. Et avec le temps, mais dès le début d'ailleurs, dès le XIXe siècle, il y a des gens qui sont érigés contre ça en disant non, c'est faux, et qui ont proposé la version alternative du progrès. Et finalement, le capitalisme et le communisme, c'est deux versions alternatives du progrès. Elles ont leur progrès. Et donc finalement, le débat qu'il y a aujourd'hui, si on oublie pour un temps l'utopie comme monde parfait, mais simplement l'utopie comme monde meilleur, quel est le monde meilleur selon vous? Quel est le monde meilleur? Je ne sais pas, on est en plein débat politique ici en France, on a quand même beaucoup de candidats qui nous expliquent que leur monde meilleur, c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Ils ont leur propre définition du progrès. D'accord. Donc là, propre utopie, finalement. Voilà, on est entièrement dans le discours utopique si on accepte l'idée que le discours utopique, c'est pas comment est-ce qu'on a le monde parfait, mais comment est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on croit encore, finalement c'est ça qui est fondamental, est-ce qu'on croit encore que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. L'utopie de Marine Le Pen n'est pas la même que voilà. l'utopie de Macron. En sachant que d'après certains spécialistes, l'utopie c'est le progrès, donc ça peut être que de gauche, soi-disant, parce que c'est le progressisme, d'accord. Et d'autres qui diront non, il y a des utopies conservatrices, etc. Donc on est dans un débat là qui est politique, parce que l'utopie est fondamentalement politique. L'utopie conservatrice, c'est un fait qui est intéressant. Un mot sur Barjavel. Je voulais revenir justement sur Barjavel, parce qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que dans son premier roman, il y a eu un succès considérable qui se vend toujours, qui s'appelle Ravage. Donc c'est la fin de l'électricité. Donc comme il n'y a plus d'électricité, le monde devient un véritable chaos épouvantable. Et au-delà de ça, il y a un leader qui lutte complètement là-dessus, et finalement reconstruit une petite société dans un coin. Et un jour, dans cette société, il y a quelqu'un qui dit bon, on en a un peu assez de travailler la terre à la pioche, et il invente une machine. Et à ce moment-là, le patriarche le tue. Ce qui prouve qu'il était profondément conservateur. Un autre exemple, si je peux me permettre juste, un autre exemple de la même époque, années 40, un film de science-fiction français de 1942, Croisière sidérale, qui a été présenté par Jean-Pierre Androbon et qui était à Grenoble. Une révélation, et grosso modo, c'est des Français qui partent dans une croisière sidérale, ils vont sur Mars, ils arrivent sur Vénus, et sur Vénus, ils découvrent l'âge d'or, c'est-à-dire des bergers et des bergères qui vivent parmi les brebis et qui sont absolument heureux. Et le couple de héros réalise qu'en fait, c'est ça le bonheur, et ils le disent explicitement dans la dernière scène quand ils sont revenus à Paris, c'est acheter une ferme, aller à la campagne, avoir ses vaches, ses chèvres. Et quand on sait qu'on est dans la France de Pétain qui justement mettait en avant finalement cet idéal, cette utopie-là, ben, on voit qu'aussi cette utopie particulière, elle est très révélatrice d'une certaine idéologie, d'une certaine époque. Est-ce peut-être l'idée de retour à la Terre, un retour à la Terre d'avant 68. Oui, non, mais Barjavel était un vieux pétainiste répugnant. Et donc le début de Ravage, je me super bien, quoi, mais la fin, c'est vraiment c'est abominablement patriarcal, abominablement pétainiste. Et dans les années 60, effectivement, il a écrit La Nuit des Temps. C'est bon, ma carte de verre choquée, c'est le prochain truc dont je vais vous parler. Et là, comme dans les années 60, l'ambiance était plutôt au flower power. Pouf, il s'est mis au flower power, parce que c'est en plus un vieil opportuniste. I think one important factor is that there's a philosopher called Rifkin who speaks about the empathic species. He calls it Homo empathicus. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a un facteur qui est central pour lui.
C'est Rifkin. il y a donc ce philosophe Rifkin qui dit qu'on est en fait des êtres empathiques par nature en fait. Yeah, and his point is that the experiments that were done on monkeys showed that when another monkey does a certain thing, like try to open a nut, the mirror neurons which fire in the brain are identical to if the monkey was opening a nut. So in other words, when someone is sad, when we see someone sad, our mirror neurons allow us to experience that same thing as if we were sad ourselves. D'accord. So what? Good luck. Ce qu'il dit, c'est qu'en faisant des expériences sur les singes, en fait, sur la psychologie des singes, on s'est rendu compte que quand on mettait un singe dans une certaine situation qui pouvait être difficile ou quoi, les singes qui étaient à côté de lui, ils arrivaient à ressentir de l'empathie en fait pour celui qui était en galère. Et que ça, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié visiblement à l'être humain, à l'être vivant, et que du coup on ressent aussi. Donc on est des êtres vraiment qui fonctionnent par l'empathie. And what that boils down to is the soft-wired human instinct to belong. His term, his maxim was, there is no empathy in heaven. And by extension, there is no empathy in utopia. When we have eternal life, we no longer have the ability to have the shared experience that we have this short life, and we only get this, and that life is absurd, and that life is suffering. Donc ce qu'il dit, c'est qu'au final, tout ça pour en arriver à dire que la maxime de Rifkin, du coup, c'était de dire qu'il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'empathie au paradis, et du coup, il n'y a pas d'empathie dans l'utopie. Parce que, mettons-nous dans une situation où on est tous immortels, le fait que notre vie, elle s'arrêtera jamais, fait qu'on sera beaucoup moins proche des autres gens, puisqu'on n'aura pas cette sensation qu'on est juste là pour un court instant, et que du coup, on ne sera pas là à tout jamais, quoi. Et du coup, pour visiblement Rifkin, l'utopie ne peut être que non empathique finalement. Donc ça ne peut pas être humain si l'humain est lui-même empathique. Yeah. So we'll never have, as long as we are who we are, we will never have utopia, because utopia will not be utopia, but we will have something better. Donc tant qu'on reste ce qu'on est, donc des humains, on ne pourra pas avoir une utopie, parce que l'utopie c'est l'utopie, mais on pourrait avoir quelque chose de meilleur que ce qu'on vit actuellement. But so, for example, do you think utopia is automatically linked with the idea of progress? No, where there's a fact. Est-ce que vous pensez que l'idée d'utopie est liée aussi à l'idée de progrès, comme déjà on en parlait Well, you only have to look at the society that we live in now, which is by, you would say technically we live in a utopia. We have, our wants are satisfied, to the point that obesity is our problem, and starvation. We have the world in our pocket on our phone. There's a comedian called Louis C.K. who coined the phrase, his position was that to describe our age, everything's amazing and nobody's happy. Pour répondre à la question, il dit que non, pour lui, l'utopie, elle n'est pas nécessairement liée au progrès, parce qu'il dit que, par exemple, techniquement, on vit dans une utopie. Aujourd'hui, la plupart de nos besoins sont satisfaits. Les problèmes dans nos pays, c'est plutôt l'obésité que la faim, etc. Et du coup, ce qu'il dit, c'est... Everything's amazing but no one's happy. Et du coup, il part d'une phrase de Louis C.K., s'il y en a peut-être qui connaissent dans la salle, du coup, le comique américain, qui dit que aujourd'hui tout est génial et personne n'est heureux. And by comparison, you could argue that people just after the war were significantly more happy as a community than we are now, because they had the shared experience of expelling a great evil. They lived in austerity, but because consumerism had been set aside for a second, they were able to focus on a larger ideal, and so they were more content. And also, they were comparing back instead of I want this, if that makes sense. Donc ce qu'il dit, c'est que là aujourd'hui, donc pour continuer sur ce que disait Louis C.K., personne n'est heureux, et il dit, au final, à la sortie de la guerre, en 1945, les gens ils étaient beaucoup plus heureux parce qu'avec ce qu'ils avaient vécu, ils n'étaient pas à la recherche
de l'avenir et de se dire ça sera mieux, mais c'est genre juste, ils avaient connu tellement de l'enfer en fait dans leur vie de tous les jours qu'ils étaient juste contents, même si c'était tout était détruit, tout était à reconstruire, il n'y avait plus d'argent, on enterrait les morts par paquet de 10. Malgré tout ça, ben, on était dans une meilleure situation que dans un pays en grande guerre, en particulier comme la guerre a pu être dure en France à ce moment-là, et que du coup, ben, en fait, que du coup, en fait, quelque part, l'utopie, elle n'a pas besoin d'exister pour que les gens ils soient heureux. C'est pas l'utopie qui nous rendra heureux, c'est juste de savoir prendre du recul et de voir les choses d'un tableau plus large et de pas se dire pour demain je voudrais ça, mais avant j'étais pas forcément aussi bien que je suis aujourd'hui et du coup bah, je dois pouvoir trouver quelque chose là-dedans. Oui, mais le fait d'être pas heureux, parce que nous on a à manger, mais il y a 1 milliard de personnes qui crèvent de faim à l'heure actuelle, je crois qu'il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 2 minutes. Nous on a à manger, donc si on disait ah, j'aime à manger, je suis heureux, c'est qu'on serait quand même inconfortable et salopard. Donc je pense que le fait d'avoir beaucoup de choses et de ne pas être heureux, ça montre que justement nous sommes des êtres empathiques et qu'on pense un petit peu plus loin que le bout de notre vie. Voilà. Et puis de toute façon, si vous voulez trouver des gens heureux, il ne faut pas aller voir ni des écrivains de science-fiction, ni des lecteurs de science-fiction, parce que justement ce sont des gens qui s'interrogent, qui regardent, qui se posent des questions, qui s'inquiètent. Et voilà, c'est pas là qu'on va trouver effectivement des gens parfaitement épanouis dans leur petite bulle personnelle. Où est-ce qu'on peut les trouver? Je sais pas, les gens qui sont à la pêche là actuellement. Voilà, ouais. Et qui sont à la pêche le week-end prochain. Et ça, non. Ou si d'ailleurs, c'est vrai. Si, pour répondre à la question où est-ce qu'on peut les trouver, ça me permet de répondre aussi à la question est-ce que l'utopie est forcément liée au progrès? Pour moi, non. J'ai eu la chance d'être directeur plusieurs fois de colonies de vacances et sans trop m'avancer, quand on est directeur de colonies de vacances, on se recrée une petite utopie avec les jeunes qu'on encadre, avec son équipe d'animation. Et d'ailleurs, on voit qu'on a un pouvoir très fort. À ce moment-là, c'est en lien avec ce qu'on disait avant, comment dire, parce que on se crée une petite utopie, mais sur un modèle qu'on en a, c'est-à-dire moi, le projet pédagogique que j'écris, il est très personnel en fait. Donc, et d'ailleurs, des fois, on se prend des retours de bâton. Non, en fait, ton utopie, c'est jamais dit comme ça, mais bon, ton programme, ton truc là, on n'en veut pas, du coup, c'est pas comme ça qu'on est bien. Voilà, donc, bref, ceci pour arriver au fait que, non, pour moi, l'utopie n'est pas du tout liée au progrès, elle est liée à un état d'esprit, elle est liée à peut-être un certain nombre d'individus, c'est peut-être compliqué de faire une utopie à 10 millions, voilà. À 25, c'est un peu plus facile. Donc non, l'utopie est d'abord un état d'esprit. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est pour ça que moi, dans ma thèse ou ailleurs, je parlais d'utopisme, parce que l'utopisme, finalement, ça englobe plus que simplement l'utopie littéraire, l'œuvre de fiction, c'est aussi un état d'esprit, c'est aussi un discours politique, c'est aussi de parler aux gens, c'est aussi une idée de vivre ensemble. Donc ça dépasse très seulement simplement notre position. Et puis après, il y a beaucoup de variations sur l'utopie, effectivement. Ce que vous dites, ça peut être pensé à Michel Foucault qui parlait d'hétérotopie. Voilà, c'est d'endroits autres, différents, dans lesquels on peut se comporter différemment, parce que les règles habituelles ne s'appliquent pas. Une friche industrielle, comme ça, un squat, par exemple. Ici, on peut reconstituer un semblant de société, finalement, avec d'autres règles, avec un autre vivre ensemble, qui n'est pas forcément constructive dans la mesure où on ne pourra pas l'appliquer à l'ensemble de la société, mais qui permet comme ça d'avoir des espaces où on peut se lâcher, où on peut parler différemment et se comporter, s'habiller différemment. Voilà. Il avait cette série qui lui permettait de développer un peu cet exemple-là, mais ça restait quand même en partie politique. Je reviens toujours à cette idée de politique parce que même si on est dans le cadre de l'utopisme, il me semble qu'on continue à rêver à quelque chose de différent. Ne serait-ce que pour un temps, ne serait-ce que pour un petit espace clos, où on peut faire les choses différemment. Et ça aussi, c'est quand même la base de l'utopisme. Je crois que l'utopisme, bien entendu, est justement celui qui sait que son utopie va se transformer son paradis va se transformer en cauchemar, à partir du moment où il essaye de le figer. Moi, j'ai connu un certain nombre de squats, et un bon squatteur, c'est quelqu'un qui va changer régulièrement de squat. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui est vachement bien, et ça tourne au vinaigre, ça part en sucette de toute façon, à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a un abruti qui va débarquer, ou il demande un abruti parce qu'il y a un trafic qui va se mettre, tout simplement il y a la moitié de l'immeuble qui va s'écrouler. Et le bon squatteur, le bon utopiste,
C'est quelqu'un qui sait qu'il en a pour 2 mois, 2 ans, mais pas davantage, et qu'il faut qu'il soit souple et qu'il rebondisse en permanence. Je pense que le gros danger de l'utopie devient totalitaire quand elle imagine qu'elle va durer plus longtemps que les contributions. Et qu'elle peut s'appliquer à l'ensemble de la société, alors que là, c'est vraiment des individus qui cherchent des espaces autres. Donc il y a cette idée un peu fataliste qui est que l'utopie, c'est pas réservé à une certaine classe de personnes, une minorité qui peuvent aller sur leur île, dans l'espace ou dans leur espace particulier, pour s'échapper aux contraintes de l'histoire, aux contraintes de la majorité, etc. Oui, mais là, justement, on parle de l'utopie de manière générale. Si on revient au sujet du débat qui est utopie et science-fiction, quel rapport, on se rend compte quand même une chose, c'est que les auteurs de science-fiction, je parle de la part littéraire de l'utopie, aboutit nécessairement à un totalitarisme. Mais c'est ce totalitarisme qui fait justement l'objet de cette littérature. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la science-fiction est quand même spéculative et qu'elle essaie d'interroger l'avenir, donc elle ne parle pas du présent, a priori. Et donc finalement, elle invente des solutions qui sont absolument hors de notre portée pour le moment. Enfin, je parle de la bonne science-fiction. Et donc à ce moment-là, on a quand même quelque chose de très intéressant en voyant que ces auteurs de science-fiction, ils inventent des utopies qui ne sont pas réalisables sur le moment, et donc ils font des propositions. Et ces propositions sont justement ce qu'il y a de plus politique dans la science-fiction et de ce qu'il y a de plus intéressant dans la partie utopique de la science-fiction. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, il est évident que pour Jean-Pierre Revon, par exemple, l'utopie finale, c'est la disparition de l'être humain. Mais est-ce que la disparition de l'être humain amènera à une utopie, puisque les animaux continueront à se... Voilà, c'est l'utopie. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est dire qu'il y a une différence entre ce dont on vient de parler, qui parle un peu de ce que je disais au début, c'est-à-dire que l'homme est une utopie, donc il est forcément empathique, mais la littérature de science-fiction amène quelque chose de plus, puisqu'elle invente des mondes nouveaux. Voilà. Donc la science-fiction, c'est aussi un espace où on ne se contente pas de penser des sociétés parfaites. Au contraire, aussi, on va jouer avec ces sociétés-là. C'est vrai, du coup, ce que vous dites, ce qui ressort aussi, c'est que souvent, l'utopie d'une personne peut être la dystopie d'une autre. Et peut-être que c'est ça aussi un des soucis de l'utopie, c'est de vouloir finalement peut-être effacer le politique, c'est-à-dire finalement, parce que si politique c'est le conflit, penser l'utopie, ça veut dire abolir le conflit, qu'il n'y a plus de conflit, et de fait, c'est souvent tomber aussi dans des totalitarismes, comme vous l'avez indiqué. Ce sont les utopies radicales, quoi, ceux qui sont oui. au bout, c'est-à-dire ceux qui rêvent la perfection. Oui. Mais c'est vraiment le bout. Au contraire de l'utopie. Voilà, donc alors qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des utopies, pour être rapide, qui ne sont pas aussi radicales, qui sont à un autre point du spectre, du continuum entre dystopie et utopie, donc qui ne sont pas aussi caricaturales. Parfois, on cherche à caricaturer l'utopie pour simplement dire on ne peut pas. Donc c'est mieux, aujourd'hui, on est tous différents, on est libre, on va. Et de toute façon, que ce soit vrai ou pas, ça ne marche pas parce que les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser à demain et de rêver à demain. Et quand même, on voit bien en ce moment, d'espérer que demain sera différent et demain sera meilleur. Pas parfait, mais meilleur. Oui, parce que ça peut être aussi du coup l'expression d'un espoir. Oui. Alors un autre point, moi, qui m'intéressait également à soulever, c'était justement parce qu'on parle de l'utopie, donc surtout comme utopie politique en tant que société, mais après, est-ce que c'est pas intéressant aussi de penser l'utopie, notamment justement par rapport au corps? C'est-à-dire, on va décrire des sociétés parfaites, mais la science-fiction, c'est aussi parfois un support pour penser ce que serait un corps parfait, ou du coup, justement, toutes les questions que ça peut faire naître, justement, donc notamment la question du transhumanisme, le fait justement de modifier, c'est-à-dire d'améliorer un corps, et non plus seulement de le soigner ou de pallier je sais pas, à un handicap, par exemple. Et du coup, j'aurais été curieux aussi de savoir si il vous est arrivé dans vos travaux de soulever également justement la question de l'amélioration du corps. Je ne sais pas si déjà quelqu'un veut y répondre. Oui, moi j'ai fait ça, c'est toujours dans l'ouvrage avec des lions. Et j'imagine que les gens sont sur une planète la Terre, donc est très polluée, donc on ne peut plus vraiment sortir, à l'air libre, il n'y a plus d'air. Donc ils sont confinés dans des tours et toute la liberté qu'ils n'ont plus à l'extérieur, ils vont l'avoir à l'intérieur. Donc il y a une extrême plasticité des corps et ils changent de sexe.
comme de la race de couleur Dieu, comme de... Alors ils font des trucs rigolos comme réactiver des vieilles séquences génétiques pour avoir mon cul en bas des reins, parce que c'est rigolo. Il y en a d'autres qui, justement, sont obligés de vivre sous terre, ils ne supportent pas l'obscurité, donc ils se débrouillent pour avaler pour avoir des organes phosphorescents. Ils sont éclairés de l'intérieur jusqu'au fin fond de leur rate, parce que ça les rassure. Il y en a d'autres, comme justement on est dans le noir, ils se font implanter juste des organismes phosphorescents dans la bouche. Donc, dès qu'ils sont dans le noir, ils ouvrent la bouche, comme ça les éclaire. Ça évite d'avoir une lampe de poche. Et puis évidemment, au niveau sexuel, tout le monde s'éclate. Alors, il y en a qui ont à la fois une foufoune et un sgeg, il y en a qui en ont 2 ou 3, il y en a qui se réveillent à lendemain de cuisse avec justement quelqu'un planté sur le front, ça va souci. Il y en a qui se mettent des tissus glandulaires et clitoridiens absolument partout, derrière les genoux, sous les aisselles, donc dès qu'ils s'ennuient chez le dentiste, ils se grattent derrière les genoux, ça leur fait du bien. Voilà. Donc là, moi, je me suis un peu éclatée et imaginé toutes sortes de trucs marrants à ce niveau-là. Mais ça reste quand même un peu de l'ordre du sordide, puisque ça concerne une population qui est littéralement en prison du fait de la pollution. Mais je me suis amusée pendant 500 pages avec ça. Là, c'est le corps finalement comme échappatoire. De toute façon, le corps devient terrain de l'utopie, le corps devient terrain de réfléchir à ce que serait un corps parfait. Non, il y a des terrain de liberté, surtout pas de d'exploration. Oui, parce que ça dépend. Du coup, soit on peut considérer le transhumanisme d'ailleurs comme peut-être plus une recherche de la performance. Oui. Oui, moi c'est vrai que j'ai ma thèse sur le transhumanisme, l'utopisme technologique et la science-fiction, le transhumanisme dans l'utopisme et la science-fiction. Et les transhumanistes veulent donner la possibilité aux gens d'améliorer leur corps, d'augmenter leur corps. Mais évidemment, là aussi, c'est une question de définition, quoi. Donc c'est leur utopie à eux, c'est pas la seule, mais c'est la principale. On pourra, on sera libre de transformer nos corps, d'être plus forts, d'être immortels, d'être plus intelligents, de pouvoir avoir enfin la télépathie, de pouvoir faire fonctionner nos voitures simplement par la pensée, nos ordinateurs, on pourra télécharger notre conscience sur Internet, sur un disque dur, dans une voiture, dans une station spatiale. Et ils y croient vraiment, pour eux, c'est de l'ordre du faisable. Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme, qui travaille pour Google, donc c'est pas des uberlus, quoi, c'est pas des fous. Et effectivement, ça pose beaucoup de questions, parce que où est-ce qu'on va avec ça, quoi, finalement? Et ça pose d'autant plus de questions du point de vue européen et français, dans la mesure où certains parlent d'eugénisme libéral. Eugénisme, évidemment, c'est un terme un peu difficile, compliqué, en Europe depuis 70 ans, parce qu'on a une mauvaise expérience avec ça, le totalitarisme, justement, l'utopie nazie, qui passait par eugénisme. Tandis que l'eugénisme libéral, c'est libéral parce que les gens sont libres. Ce ne sera pas top-down, ce sera bottom-up. Ce sera, chaque individu sera libre de... Après, on leur répond oui, mais les riches et les pauvres, la question financière, bon, là, ils atteignent un peu leurs limites. Mais c'est ça un petit peu leur utopie à eux, l'eugénisme libéral. I think one of the main problems with transhumanism, I've written about this, is that using technology you can use technology to extend life by centuries or even thousands of years, but the problem with that is you can still be hit by a bus. And so this creates you can't fathom the anxiety of having lived 1,000 years, but you can still die by accident. Donc ce qu'il dit, c'est que pour lui, le transhumanisme, le principal problème du transhumanisme, c'est que oui, on peut se mettre des machines dans le corps pour vivre 100 ans, 1000 ans, autant qu'on veut, mais on peut toujours se faire renverser par un bus. Donc au final, même se dire qu'on vivra, je sais pas, 1000 ans, si on vit quand même avec l'anxiété qu'on peut mourir demain si on se fait renverser par un bus, ça change pas grand chose. Et en plus, du coup, au lieu de vivre 60 ans avec cette peur, on va vivre 1000 ans. Oui, justement, il y a le cyberpunk, il y a la nanotechnologie, il y a tous ces systèmes qui prétendent transformer l'être humain. Mais il y a aussi une tendance qui est très intéressante, c'est celle de Greg Egan, et moi aussi j'ai écrit quelques nouvelles dans le même sens. C'est-à-dire, c'est véritablement l'utopie dernière, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme transfère son intelligence dans le système électronique et dans l'informatique. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème corporel, c'est une utopie réalisée puisque les gens sont tous fusionnés à l'intérieur même d'un cerveau gigantesque qui est celui de la Terre, et donc là c'est l'utopie dernière puisque là théoriquement plus personne ne peut lutter les uns contre les autres, ne peuvent que
travailler sur l'espace, travailler sur la compréhension de l'univers. Et donc c'est finalement la destinée finale de l'homme, c'est de penser l'univers. Alors moi j'ai écrit tout un bouquin sur cette problématique de l'immortalité. C'est le goût de l'immortalité. Alors pour moi c'est pas une utopie, c'est juste la pire des catastrophes. Parce qu'il est évident, là, ton avis qui dit très justement, hein, les biotechnologies, c'est pas fait pour améliorer l'être humain, c'est fait pour améliorer les riches. Donc imaginez que les riches deviennent immortels, eux et eux seuls. Donc vous avez Bill Gates qui est aux commandes il a 80 milliards de dollars dans la poche, il est un peu aux commandes deux fois le PIB de la France. Imaginez qu'ils deviennent immortels. Dans 200 ans, c'est toujours lui qui prend les décisions. Dans 300 ans, et puis pareil pour Elon Musk, pareil. Vous imaginez si nous, on était encore dirigé par Louis XIV. Aller parler à Louis XIV, je ne sais pas moi, du mariage pour tous, il vous enverrait directement au bûcher. C'est-à-dire que même si le corps vit éternellement, est-ce que vraiment on a une géographie mentale suffisamment évolutive? Je ne le pense pas du tout. Et on serait très rapidement limité par ça, par le fait qu'on a grandi dans un environnement et qu'au bout de 200 ans, on est totalement obsolète. Je pense qu'on deviendrait zinzin par trop d'accumulation de souvenirs et trop de difficultés à s'adapter à l'évolution autour de nous. C'est ça qui est formidable avec les transhumanistes, c'est qu'ils ont réponse à tout. À chaque fois qu'on leur pose des arguments, ils diront oui, mais il ne faut pas avoir peur, il faut leur foi, eux c'est des techno-utopistes, hein, donc ils croient en la possibilité fondamentale de la technologie, plus que de la science d'ailleurs, d'améliorer l'avenir, et ils disent oui, mais si on nous dit qu'il n'y aura plus de place sur Terre si on est tous immortels, ben, on aura enfin une excuse pour aller coloniser Mars, et pour aller dans l'espace, et aller sous les océans. Des personnes seront là depuis des siècles, donc il y a un risque un peu de plus avoir de créativité, d'inventivité, il faut laisser la place aux jeunes. On peut imaginer qu'au bout de 200-300 ans, on sera obligés d'aller migrer vers Mars, vers les colonies interstellaires, etc. Ils ont réponse à tout, quoi, à chaque fois. Ils ont vraiment cette foi. C'est pour ça qu'ils s'appellent transhumanistes aussi, parce qu'ils sont un peu comme les héritiers des humanistes, qui est on peut se modeler, s'auto-modeler. On n'est pas encore humain. On se dirige de plus en plus vers notre pleine, notre authentique humanité. Et donc, il faut continuer sur cette voie-là et ne pas être conservateur, ne pas avoir peur, comme le font notamment les Européens depuis les guerres mondiales, depuis, etc., avec le principe de précaution, par exemple, qui est pour eux le principe même de la peur en l'avenir et du statisme, de l'immobilisme total. C'est ça un peu le fond, pour résumer, hein, faire vite, leur idéologie principale. Mais Mars, c'est tout pourri, quoi. Mais ils ont été informés, etc. Mais ils ne peuvent pas, parce que la planète est morte, c'est-à-dire qu'elle n'a plus un cœur actif, donc elle ne génère plus un champ électromagnétique qui protège les ondes solaires. Donc on peut toujours terraformer, ça sera arraché par les ondes solaires et envoyé au fond de l'univers. Vous êtes français, vous êtes européenne, nous américains, pas qu'américains, hein. On a le can-do spirit, on y arrivera, on peut le faire. Oui, mais le seul problème, c'est que si on transforme le corps, si on l'améliore, c'est pas pour ça que le cerveau évolue en même temps. C'est ça le problème. Peut-être une dernière réaction, Clément Boillet ou Mathieu Deng, puis ensuite on passera aux questions du public. Yes, only very briefly, I've written a book about the subject of uploading human consciousness. And there's not any way that we can get around the fact that consciousness is directly linked to the human body. So any science fiction writer approaching it has to deal with the fact that consciousness is simply your brain which models the world, modeling itself. And once you remove the brain and put it into a machine, that is no longer possible. Donc il a écrit un livre justement sur qui a pour thème justement transférer la conscience humaine dans un ordinateur. Et selon il s'est rendu compte et ce qu'il dit en fait, c'est que la conscience, le simple fait d'avoir une conscience, c'est lié profondément à notre corps humain en fait finalement. Que la conscience finalement c'est juste le cerveau qui interprète le monde, qui est du coup interprété par le cerveau. Mais à partir du moment où on prend ce cerveau et on le met dans une machine, la conscience elle disparaît, c'est irrémédiable. Also, it might be possible to upload your consciousness so it's preserved and then reprinted at the time, of course. But the problem you have with that is it is only as good as the last file. So if you're 30 and you upload your brain and you live to your 60 and go, I've lived a good life, I'm going to die now. When you're reborn, you will not have those memories. They vanish, and you are your 30-year-old self again. Which
Il dit que dans la possibilité, on pourrait transférer même notre conscience dans un ordinateur pour pouvoir la récupérer entre guillemets plus tard. Si mettons, on transfère sa conscience à 30 ans, et qu'à 60 ans, on se dit, bon, bah voilà, j'ai vécu une bonne vie, maintenant, je reviens à mes 30 ans. Bah, toutes les 30 dernières années qui se sont passées, quand on revient au point de départ, bah, elles n'existent plus, quoi. Donc on les a perdues et on a vécu un peu dans le vide, parce qu'on ne retiendra aucune expérience, on ne retirera absolument rien de 30 ans de vie alors qu'on était là. Just quick, has anyone seen, it just flashed into my mind, has anyone seen the experiment, the footage of the experiment from the 70s where a crowd of people like this, but much larger, played Pong? You know the game Pong? Yeah. They had the screen and they had the room was divided into two halves and they had paddles. So the only way they could control the motion was to either turn the paddle to red or turn the paddle to green. And they were not given any instructions, but within half an hour they were playing Pong. And it could only be, they even had the nuance of how to raise and lower the paddle. And I think that's a very interesting clue to perhaps the future of transhumanism, is that it's not a continuation of our ego, but a continuation of our connected species. Good luck. Du coup, il demandait s'il y en a qui avaient entendu parler ou même vu une expérience qu'ils ont menée dans les années 70 et qui en gros consistait en une salle de gens donc un peu plus grande que ce qu'on a là, avec un mur qui séparait la salle en deux, une projection du jeu Pong, donc je suppose que tout le monde connaît Pong, et les participants donc, jouaient chacun d'un côté du terrain et ils avaient juste une manette qu'ils pouvaient mettre en mode rouge ou vert pour faire monter leur barre. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, même s'ils ne voyaient pas l'autre camp, même si... Did they see the screen when they were playing? They could sense. Yeah. Ok, donc ils voyaient juste leur partie de l'écran et qu'il leur a fallu une demi-heure pour pouvoir jouer à Pong, malgré le fait qu'ils n'avaient qu'une moitié d'écran et qu'ils étaient en groupe. Rather than describe it too much, look it up on YouTube. It's incredible footage. Et visiblement, on peut la trouver sur YouTube, donc si ça vous intéresse, je pense que vous tapez expérience Pong des années 70, ça sortira. Enfin, néanmoins, au risque d'être déplaisant, je pense même que quand on dit que le fait de s'intégrer dans un système informatique, l'être humain, c'est une perte de conscience, c'est un peu dire qu'on a une âme et que ça tend un peu vers un problème religieux. Ça c'est certain, c'est un truc qui angoisse énormément l'humanité, qu'on retrouve ça dans les textes. Un certain nombre de textes littéraires, dont de la science-fiction, parce que c'est jamais tout à fait de ce que le peuple des lecteurs pense, c'est cette extrême peur de la perte de l'humanité à cause des machines. Et finalement, ce qui nous fait peur chez les intelligences artificielles, par exemple, c'est qu'elles acquièrent une conscience. C'est ça qui nous fait peur. En fait, toutes les intelligences artificielles vont seulement accumuler tellement de données que nous, on sera totalement dépassés. Elles savent déjà faire un diagnostic vraiment mieux que nous. Elles savent déjà... Amazon sait déjà ce que vous allez commander dans 6 mois, dans 1 an. Et ça, elles ont une valeur, les big data, une valeur prédictive écrasante. Mais il n'y a aucun risque qu'elles acquièrent un jour une conscience comme nous. Or, c'est ça le risque qui effraie le plus l'humanité. C'est que c'est la prise de conscience des machines et c'est nous notre perte de conscience. Si on est téléchargé ou si on est cloné, est-ce qu'on ne risque pas d'y laisser notre conscience? Il y a énormément d'histoires de science-fiction avec une perte de la conscience, comme dans Le Pêcheur, ou avec, on rentre, c'est un truc, c'est la mort vivante, où finalement tous les humains sont absorbés par une espèce de blob, mais ils ne meurent pas, hein. Ils se fondent dans une immense conscience collective, et c'est un livre d'horreur. Il y a ça aussi dans les Body Snatchers, où chaque être humain est remplacé par finalement le même être humain, mais ayant une conscience collective, et c'est présenté comme une horreur. Je crois qu'on est très très anxieux de perdre notre conscience, même au profit d'une conscience plus large. Ça fait partie, me semble, d'une angoisse humaine profonde. Et quand même, simplement pour en revenir à Star Trek, c'est mon côté geek. Et après, on va passer C'est aux une propositions. utopie qui dépasse cette histoire. Dans Star Trek aussi, l'utopie, elle consiste à montrer en quoi on peut collaborer et cohabiter avec nos machines, avec nos robots conscients sans que ça pose problème. On a des technologies, des machines incroyables, on a un Android, Data, qui est gentil, qui est très intelligent, mais qui est fondamentalement ami et qui en plus veut devenir humain, c'est tout le jeu quoi. Par contre, on n'a pas tout ce qui relève du transhumanisme. Les transhumanistes, c'est les méchants, c'est les Borg, ceux qui ont
modifier leur corps parce qu'ils veulent atteindre la perfection. Et donc pour moi, la perfection, c'est de fusionner organique et mécanique. Et ils veulent obliger toutes les races de la galaxie, toutes les espèces à fusionner pour atteindre cette perfection. Donc là, on a une autre version d'utopie, l'utopie technologique qui est absolument horrible, la dystopie pour le coup, tandis que leur utopie à eux, elle est beaucoup plus harmonieuse parce que chacun est libre, mais aussi parce que le corps humain, il reste fondamentalement le même. Pour eux, leur humanisme à eux, c'est l'humanisme classique, c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est le fait d'être éclairé. Mais le corps humain doit rester fondamentalement tel quel, et les machines doivent rester nos amis, nos supports, plutôt que de se fusionner avec eux. C'est là que Finalement, finalement, tout se résume un peu dans l'admirable livre de Stirner, qui s'appelle L'unique et sa propriété, dans lequel la véritable définition d'utopie, c'est que l'être humain a l'univers entier à sa disposition, mais que ses limites, c'est les univers de l'autre. Très bonne conclusion. Alors, du coup, nous avons quelques temps pour prendre des questions du public si vous souhaitez l'interroger. Donc, par rapport aux différentes définitions que vous avez de l'utopie, vous avez parlé du fait qu'il faut qu'il y ait une certaine unité entre les individus, il faut qu'il y ait pas mal de communication entre eux. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait du progrès technologique, on peut même dire que le mieux c'est d'écarter les humains. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le village des Ewoks, c'est une utopie? Alors, si je peux juste répondre rapidement à ça. Il y a aussi ces utopies qui datent du 19e siècle, News from Nowhere, William Morris, etc., qui imaginent un monde qui revient en fait à la nature, qui revient à une société qui ressemble plus ou moins au Moyen-Âge, où les artisans sont à nouveau là et l'industrie a disparu, où il n'y a plus de pollution, plus de fumée, et on vit dans la forêt. Hein, c'est un peu Avatar aussi, quelque part, ce retour à la mère nature, à Gaïa, etc. Donc ce genre d'utopie existe plus longtemps. Certains diront que ce n'est pas la vraie utopie, parce que l'utopie est censée progresser, elle n'est pas censée régresser. Il y a un débat comme ça qui se produit. Et certains y voient même l'origine de la fantasy, en disant que la fantasy, elle est réactionnaire. C'est de la provocation, mais il y en a certains qui disent ça en disant que la fantasy, c'est une réaction à la science-fiction, c'est de vouloir revenir vers une société plus harmonieuse, plus organique, etc. Donc, les Ewoks, c'est un peu dans cet univers de progrès technologique de Star Wars, mais Star Wars, évidemment, ça se passe avant, il y a très longtemps, donc c'est un peu le mélange science-fiction fantasy, on voit bien chez les Ewoks. I would maybe not agree that progress is essential, but I would think that some sort of more advanced Ewok medicine and perhaps not having the Empire with the Death Star just off your planet might be quite important for you. Du coup, ce qu'il dit, c'est que pour lui, il n'y a pas nécessairement la notion de progrès, en fait, elle n'est pas nécessaire à l'utopie pour avoir une utopie, mais que dans le cas des Ewoks de Star Wars, ça pourrait être une utopie s'il n'y avait pas l'Empire avec l'étoile de la mort juste au-dessus et que c'était pas la guerre de ouf. Et que, surtout, par exemple, il me semble que dans Star Wars, justement, on voit que les Ewoks, ça reste un peu très primitif, et il dit par exemple qu'ils n'ont pas de technologie médicinale qui permettent de sauver quelqu'un qui se fait blesser. D'ailleurs, on les voit mourir par pack de glissement et tout truc. Donc pour lui, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est effectivement une utopie. Maybe the Empire is an utopia. Peut-être que l'Empire est une utopie. Non. L'Empire, ils étaient capables de fabriquer des étoiles noires, par contre, ils sont incapables d'inventer l'accouchement sans douleur. Mais Star Wars, c'est la technologie qui est du côté de la force, du côté de l'Empire, avec les clones, avec les commandants, etc. Et de l'autre, la force spirituelle qui est capable de triompher de cette technologie meurtrière qui est l'étoile de la mort. C'est quand même ça aussi, quelque part. On est dans les années 70, on est Star Wars, qui véhicule Star Wars. Star Trek to me always seemed more utopian, but I could never figure out how they could travel to the other end of the galaxy, but they couldn't cure hair loss. Il dit que pour lui, Star Trek, ça a toujours été plus utopique que Star Wars, mais il s'est toujours posé la question de savoir comment il pouvait traverser l'univers en 2 secondes, mais pas réussir à faire en sorte que il n'y ait plus de chauve, quoi. Trop peut-être fait cette idée que, au final, il y a peut-être l'utopie des Ewoks, mais encore une fois, c'est les humains qui viennent de détruire, qui sont représentés par l'Empire, qui menacent de détruire. Oui, les humains sont très forts pour casser ou briser les sociétés.
D'autres questions? Pierre Envoy. Très rapidement, plus je vois d'exemples d'utopie et plus je vois de définitions de l'utopie, plus je me rends compte que l'utopie est définie par l'idéologie qui l'alimente. Qu'en fait, chaque utopie est générée par une extrapolation, une mise en application d'une idéologie, à quelque échelle que ce soit. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une société utopique qui comprend l'incompatibilité entre les différentes idéologies et qui est capable d'inventer un vivre ensemble au-delà d'un vivre ensemble unique, basé sur une seule utopie? C'est peut-être ce qu'essaie de faire d'ailleurs Damasio dans la zone du dehors, où vous avez un moment, dans ce roman, un moment justement des expériences qui germent de différentes sociétés qui cohabitent, qui essaient de cohabiter en fait. Il y avait une... pardon, je vais boire de place. Il y a Non, mais c'est vrai, mais moi, c'est tout ce qu'elle fait. Je suis pas d'accord avec Damasio, on en discute. Lui, de toute façon, il voit l'utopie dans les interstices. Il voit un écrabouillement de l'humanité par le grand capital et les multinationales, et il ne voit de salut que dans les interstices. Et quelquefois, je le secoue en disant, écoute, le but de l'humanité n'est peut-être pas d'ouvrir un bar dans les catacombes, un open bar dans les catacombes, c'est peut-être un peu limité, quoi, comme utopie. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt renverser les multinationales? On n'est pas du tout d'accord là-dessus. J'ai plus d'ambition que lui. Il y avait une question tout en haut. L'idéologie inconciliable. Peut-être aussi parce que ça se rapproche, peut-être aussi à différentes vues du politique. Moi, c'était l'interview du 30e. Parlez fort. Ok. Sur le transhumanisme, vous parlez du fait que les gens téléchargent leur esprit sur des disques durs, sur une machine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont parlé de la fiabilité, par exemple, de la machine par rapport à l'homme? Parce qu'en fait, souvent, les disques durs sont très peu fiables par rapport à la fiabilité du corps humain. Si vous voyez tous les disques durs qui ont un caractère défectueux, ce genre de possibilités sur on télécharge notre esprit sur le disque dur a des problèmes, donc en fait il y a une partie de notre esprit qui disparaît, et donc elle entraîne des conséquences, des pertes d'esprit, Ah, je suis bien d'accord, oui. Moi, excusez-moi, comme je suis à côté, je rebondis. Par rapport à ce qu'il dit, en fait, moi je me pose aussi une question. Je me dis qu'en effet, on pourrait faire ce qu'on a fait par rapport à l'intelligence artificielle au niveau des réseaux en fait, de neurones, par rapport à tout ce qu'il y a eu comme application. Voilà. Et en fin de compte, faire ça sur le cerveau des êtres humains, parce que ce qui compte pour qu'un être humain soit plus intelligent, c'est la façon dont les synapses sont connectées entre eux. Donc, plutôt que de perdre son temps sur des machines, en fin de compte, autant rendre réellement les hommes humains plus intelligents. Et puis, deuxièmement aussi, je pensais, par rapport à ce que vous disiez sur le modèle d'utopie, il y a tout ce qui est par rapport au saint-simonisme, il y a les phalanstères, il y a l'économie sociale de Godin, et tout ça, c'est de la réalité, et ça peut être aussi des choses qui permettent de repenser en science-fiction l'utopie, parce que c'est pas forcément des choses qui sont découplées de notre technologie et de notre progrès social. Voilà, plus. C'est vrai que les penseurs politiques, souvent, ont pensé des utopies aussi, donc, notamment Fourier avec ses phalanstères. C'est Fourier, Owen et d'autres utopistes du XIXe siècle. C'était le socialisme utopique, c'est comme ça qu'on l'appelait, et Marx s'est érigé contre ça en disant ça ne marche pas, parce que c'est utopique, voilà ma vraie utopie à moi, en tout cas le vrai socialisme scientifique, qu'on appelle maintenant marxiste, il a gagné la partie, quoi. Mais c'est vrai qu'au 19e, surtout première partie, il y avait plein d'utopies expérimentales réalisées surtout aux États-Unis, pas que, mais surtout aux États-Unis, où on faisait des communautés avec communauté des biens, tout à l'opposé, comme chez Thomas More, en 1516, abolition de la propriété privée. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'utopie est de gauche historiquement, parce que depuis 1516, il y a beaucoup d'utopies qui mettent en avant le fléau ultime qui est la propriété privée. Donc forcément, et de là à avoir Fourier et les autres qui parlent d'utopisme socialiste et ensuite Marx, je ne pense pas que ce soit tout à fait une coïncidence. Donc bien sûr, il y a eu vraiment, l'utopie ça a vraiment été pratiqué dans la réalité également à l'année 60-70 évidemment. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on est loin, très loin de simplement se limiter au texte fiction, quoi. Bon, après, ça n'a pas marché. Hein.
Je ne vous apprends rien en disant que Fourier et compagnie, ça a échoué au bout de quelques mois ou quelques années, ça peut demander des économies. Et Marx aussi. Et Marx aussi, on peut le dire, je crois, maintenant. Mais oui, non, je suis tout à fait d'accord, on parle toujours de numérique comme de virtualisé, dématérialisé. Il n'y a rien de plus matériel qu'un serveur. Et il n'y a rien qui peut être plus facilement. Moi, je suis informaticienne, j'ai les pires problèmes. Et il y a des bouquins qui datent de 1235, c'est tout mathématique. Ils sont très beaux, ils sont parfaits, ils n'ont pas bougé. On les a numérisés en 2000, et tous les octets ont disparu dans un ailleurs en 2010. On a pas pu faire. Donc c'est vraiment 1 à 0 pour la virtualité. Moi, je ne confierais pas mon cerveau à ça. Oui, bonjour. Est-ce que l'utopie, c'est pas un peu aussi une question pour les élites? Parce que, comme disait Tocqueville, voilà, les gens ont un penchant pour la liberté, mais ce qu'ils veulent avant tout, c'est une passion pour l'égalité. Est-ce que c'est pas, voilà, les gens n'ont pas toujours le temps de, voilà, les gens le travail. Est-ce que c'est pas plutôt aussi les utopies une question plutôt pour les élites qui veulent se poser des grandes réflexions philosophiques plutôt que de se dire vraiment le concret? Est-ce qu'il faut créer une société à partir de ça? C'est pas si évident que ça. Une autre question peut-être, une dernière, parce que du coup on va bientôt devoir arrêter. Oui, mais je voulais prendre 2 questions en même temps. Non? Ok. Alors du coup, est-ce que l'utopie c'est plutôt un souci des élites où ils ont un passe-temps pour les riches? Oui, clairement, l'utopie, ce côté que moi je trouve un petit peu puant, que je connais, c'est l'abbaye de Thélème, où il est quand même bien précisé qu'on comprendra que des gens grands, bons, blancs, blonds et riches et dans les particules. Et le reste, on ne sait pas trop ce qu'il vient, mais c'est ce que disait Pratchett, qui est quand même mon maître à penser. Et il y a un type qui se pose des questions sur justement le bonheur de l'humanité, la vie de l'univers, le reste de l'utopie, l'éthique et la liberté. Et il y en a un autre qui lui répond, de toute façon, à chaque fois que tu vois 10 connards qui se promènent et qui discutent entre eux de liberté, d'égalité, de fraternité et d'éthique, c'est qu'il y a pendant ce temps-là 100 autres pauvres connards qui se tapent. Tu peux parier tes sandales, mais c'est parce que pendant ce temps-là, il y a 100 autres connards qui se tapent tout le travail derrière. Donc je suis bien d'accord, l'utopie présuppose en général beaucoup de femmes de ménage dans l'arrière-cour qui aident juste un enfant. Voilà, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le cinéma de science-fiction hollywoodien contemporain, évidemment. Elysium, par exemple, où les immortels transhumanistes habitent dans leur utopie, Elysium, dans une station spatiale, tandis que le reste de l'humanité survit tant bien que mal à la surface de la Terre. Donc on a l'utopie d'un côté et la dystopie de l'autre. Ou cet autre film, Time Out, ou Time en français, je ne sais pas comment ils ont traduit ce titre, mais où tout le monde est immortel, mais les riches, en fait, le time is money, d'accord? Tout le monde est immortel, mais pour gagner des années, en fait, ça remplace l'argent. On a oublié l'argent, on l'a remplacé par le temps. Et donc, il faut travailler pour avoir non pas de l'argent, mais du temps. Et la plupart des gens, en fait, vivent au jour le jour. Ils ont assez de temps pour vivre 24 heures. Et donc, il faut qu'ils travaillent beaucoup pour pouvoir survivre le lendemain. Et même, ils courent dans la rue parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps à marcher dans la rue ou à la vraie. Tandis que les riches ont des millions d'années. Ça s'applique sur l'embrase, donc c'est évidemment une allégorie sur le transhumanisme et le fait que c'est aussi une question d'argent, une question d'exploitation du gros de la population par une élite. On retrouve toujours ça dans les films de science-fiction hollywoodiens. Oui, par exemple, dans Inception, on peut dire que l'utopie vire à l'ennui, puisque ces gens, finalement, arrivés à leur utopie, ils construisent une ville absolument déserte dans laquelle ils se promènent tous les deux et ils s'ennuient à mourir. Oui, c'est un peu décevant d'ailleurs, Inception pour ça. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans leurs rêves et finalement ils font que reproduire des modèles finalement assez classiques comme rêve. On aurait espéré des choses un peu plus étonnantes. Je suis bien d'accord. D'autres réactions peut-être, Clément Boétier, Mathieu Ney, si vous souhaitez réagir à ce dernier. Bon, peut-être simplement, mais, pas en tant qu'auteur, mais j'aurais tendance à penser que on a quand même intérêt, malgré les réserves émises, évidemment, je partage assez, mais on a quand même intérêt à garder au fond de nous notre petite part d'utopie malgré tout, parce que j'ai l'impression que sans utopie, sans vision de quelque chose de meilleur, là pour le coup on va vraiment rester figé et d'avancer dans aucune direction et donc crever sur place. Donc voilà, moi j'aurais tendance à penser, en tout cas chaque fois que je fais l'écolo,
j'ai tendance à me dire que tout le monde va en sortir un petit peu grandi, un petit peu meilleur, et bon, après, on les a que 15 jours. Et voilà, en tout cas, ces petites utopies là, moi j'y crois. Ouais, si l'utopie est nécessaire et mortelle, quoi. Merci. Marcelin, to conclude? Well, I suppose that the interesting point that we find ourselves in history is moving from what I was talking about before with the Homo empathic is moving from a tribal state to a nation state, and now we're at the point where we need to extend the community to a global state, and that's why the world is so chaotic. It's because that's the biggest challenge. We now have to find a way to create an inclusive and cohesive society across national boundaries. And once we learn how to do that and expand empathy, we will be moving towards something much better. Donc du coup, ce qu'il vient de dire, c'est que pour lui, probablement le plus important de l'histoire humaine, ça a été le moment où on est passé d'un peuple de tribus à un peuple de nations. Et pour lui, le prochain gros challenge, et pourquoi le monde il a l'air si chaotique et si bordélique en fait au final en ce moment, c'est parce que c'est le plus gros challenge de l'humanité, ça va être d'arriver à se penser non plus comme des êtres nationaux, mais comme des êtres faisant partie d'un tout, qui serait du coup à la planète Terre. Et du coup, c'est là-dessus qu'il est terminé. Et sur lequel nous terminons. Merci beaucoup, merci à toutes et tous.